Le 15 mars 2019 a commencé comme n'importe quel autre vendredi matin dans le 16e arrondissement de Paris. Camille Laurent, 48 ans, emmenait ses 5 enfants à l'école privée au cœur de la ville. Les caméras de surveillance de l'école l'ont filmée à 7h52. Elle portait un manteau beige, ses cheveux étaient coiffés à la perfection comme toujours. Elle a fait un signe d'adieu aux enfants. C'était la dernière fois que quelqu'un la voyait vivante. Camille a repris le volant de son Renault Espace Noir pour rentrer à son appartement près du bois de Boulogne. La caméra d'une maison voisine a enregistré son arrivée à 8h17. Le véhicule a disparu dans le parking souterrain privé de son complexe résidentiel. Puis, plus rien, plus aucun enregistrement, pas d'appel téléphonique, pas de message. Dans l'après-midi, Camille avait rendez-vous avec son avocat près du Louvre. Elle n'est pas venue. À 15h30, la nounou devait aller chercher les enfants à l'école, mais Camille ne répondait pas à ses appels. À 16 ans, la femme inquiète a contacté la mère de Camille, Marie-Claire Fontaine. Lorsque celle-ci n'a pas non plus réussi à joindre sa fille, elle a immédiatement alerté la police. Les premiers policiers à pénétrer dans l'appartement ont découvert une scène qui leur a glacé le sang. Dans le garage souterrain, ils ont trouvé le Renault de Camille, correctement garé. Mais sur le béton sous le véhicule, il y avait de grandes flaques de sang. Des éclaboussures étaient visibles sur le mur. La portière du conducteur présentait des traces, comme si quelqu'un avait désespérément essayé d'essuyer quelque chose. À l'intérieur de l'appartement régnait un ordre parfait, trop parfait. Le lit était fait, la cuisine impeccable, aucun signe de lutte. Mais les analyses médico-légales révéleraient plus tard de minuscules traces de sang sur la poignée de la porte d'entrée et sur le lavabo de la salle de bain. L'analyse ADN a confirmé. C'était le sang de Camille. Une opération de recherche de grande envergure a été lancée le soir même. Des centaines de volontaires ont ratissé le bois de Boulogne. Des plongeurs ont fouillé la Seine. Des hélicoptères de la police ont tourné au-dessus de la ville. Les médias français ont rendu compte de l'affaire toutes les heures. Une mère aisée de 5 enfants, disparue de son propre appartement en plein Paris, sans laisser de traces, sans explication. Ce que personne ne savait à l'époque, les réponses n'étaient pas à Paris. Elles se trouvaient dans les sombres secrets d'un mariage brisé, entre les mains d'un homme qui ne pouvait accepter la défaite, et dans l'ombre d'une conspiration internationale qui mettrait à rude épreuve même les enquêteurs chevronnés. L'horloge tournait. Camille Laurent avait disparu, et la recherche de la vérité ne faisait que commencer. Camille Fontaine est née le 12 avril 1971 à Lyon. Son père, Philippe Fontaine, était un banquier d'investissement prospère. Sa mère, Marie-Claire, venait d'une famille aristocratique avec des liens dans l'industrie de la mode. Camille a grandi dans l'opulence, a fréquenté les meilleures écoles et a étudié la littérature à la Sorbonne. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé comme journaliste culturelle pour divers magazines parisiens. Elle écrivait sur l'art, le théâtre et la littérature. Ses collègues la décrivaient comme précise, organisée et exceptionnellement disciplinée. Pendant son temps libre, elle rédigeait des essais et rêvait de publier un jour un roman. Camille aspirait à la stabilité. Elle voulait une famille, un foyer sûr, des structures claires. Elle voulait élever des enfants qui se sentent aimés et protégés. Elle voulait une vie de prévisibilité et d'harmonie. Puis en 2004, elle a rencontré Hugo Moreau. La rencontre a eu lieu à Courchevel, une station de ski exclusive dans les Alpes françaises. Hugo, né à Marseille en 1970, était un homme d'affaires charismatique dans l'immobilier. Il s'était spécialisé dans les propriétés de luxe le long de la Côte d'Azur et à Paris. En parallèle, il était un marin primé, participant à des régates internationales. Hugo était l'exact opposé de Camille. Il aimait la vitesse, les risques et la compétition. Il ne pouvait pas rester tranquille. Sa vie était un combat constant pour le succès, la reconnaissance et la domination. Il aimait gagner et il détestait perdre. Malgré leurs différences, ils sont tombés amoureux, ou du moins Camille a cru que c'était de l'amour. Hugo lui écrivait des lettres passionnées,
organisait des surprises romantiques, lui promettait le monde. 2 mois seulement après leur première rencontre, ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée à Saint-Tropez. Les premières années ont semblé heureuses. Camille a emménagé dans le spacieux appartement d'Hugo, dans le 16e arrondissement. En 2006, des jumeaux sont nés, Léo et Maxime. En 2008, 2 autres jumelles ont suivi, Clara et Louise. En 2010, la plus jeune fille, Zoé, est arrivée. 5 enfants en 6 ans. Camille s'est entièrement consacrée à leur éducation. Elle organisait chaque jour dans les moindres détails. Rendez-vous médicaux, activités scolaires, programmes de loisirs. Elle tenait un blog sur ses expériences de mère et continuait d'écrire occasionnellement pour des magazines. L'appartement est devenu son monde, son refuge sûr. Hugo, en revanche, était rarement à la maison. Ses affaires immobilières l'emmenaient à Monaco, Nice et même Dubaï. Mais ce n'étaient pas les voyages d'affaires qui le tenaient éloigné. C'était la voile. Ce qui avait commencé comme un hobby est devenu une obsession. Hugo s'entraînait quotidiennement, voyageait pour des compétitions dans toute l'Europe et passait des semaines en mer. Avec le temps, la façade a commencé à se fissurer. Hugo est devenu impatient, agressif, contrôlant. Il criait sur Camille si le dîner n'était pas prêt à l'heure. Il hurlait sur les enfants s'ils n'obéissaient pas immédiatement. Il exigeait une discipline absolue, une ponctualité militaire et une obéissance inconditionnelle. Le plus grand conflit tournait autour de l'éducation des enfants. Camille croyait en la liberté, au développement des intérêts individuels, à une vie équilibrée. Hugo voulait créer des champions. Il forçait les enfants à faire de la voile, à s'entraîner tôt le matin, à participer à des compétitions le week-end. Les enfants pleuraient. Camille le suppliait d'arrêter. Hugo l'ignorait. En apparence, ils étaient la famille parfaite. 5 enfants sains et talentueux. Un père qui réussit, une mère dévouée, un appartement luxueux dans l'un des meilleurs quartiers de Paris. Mais derrière les portes closes, il y avait la peur. Camille essayait de maintenir la normalité. Elle souriait lors des événements scolaires. Elle organisait des fêtes d'anniversaire. Elle continuait d'écrire son blog, dépeignant une famille heureuse. Mais la nuit, elle restait éveillée, écoutant les pas lourds d'Hugo et se demandant combien de temps elle pourrait encore supporter cela. Les fissures sont devenues des gouffres et bientôt tout allait s'effondrer. Au printemps de 2015, une femme est entrée dans la vie d'Hugo, qui allait tout changer. Son nom était Inès Marchand, une navigatrice de 32 ans originaire d'Argentine. Elle était connue internationalement, avait remporté des championnats et menait la vie que Hugo désirait. Constamment en mouvement, constamment en compétition, libre de toute obligation familiale, ils se sont rencontrés lors d'une régate à Cannes. Hugo était fasciné. Inès était tout ce que Camille n'était pas. Aventureuse, spontanée, sans attache. En quelques semaines, les rencontres occasionnelles se sont transformées en rendez-vous réguliers. En quelques mois, c'était une liaison à part entière. Camille a immédiatement remarqué les changements. Hugo rentrait encore moins souvent à la maison. Ses excuses devenaient de plus en plus fragiles. Quand elle le confrontait, il esquivait ou l'attaquait verbalement. Quand elle demandait de l'honnêteté, il l'accusait d'être contrôlante et méfiante. En janvier 2017, Camille a trouvé des preuves concluantes. Des messages textes sur le téléphone d'Hugo, des factures d'hôtel, des billets d'avion pour 2 personnes à destination de Barcelone. Quand elle l'a confronté, il n'a même pas nié. Il lui a dit froidement qu'Inès resterait dans sa vie et que Camille devait s'y faire. Ce fut le point de rupture. Camille a contacté un avocat. En février 2017, elle a demandé le divorce. Elle a exigé la garde exclusive des 5 enfants et a demandé au tribunal de restreindre le contact d'Hugo avec eux. Elle a présenté des preuves de son comportement agressif, des témoignages de voisins qui avaient entendu des cris et des dossiers médicaux concernant l'anxiété chez les enfants. Hugo a réagi avec fureur. Il a refusé de quitter l'appartement. Il a refusé de payer la pension alimentaire.
Il a menacé de kidnapper les enfants si Camille ne reculait pas. Le tribunal a finalement ordonné un arrangement provisoire. Camille était autorisée à rester dans l'appartement. Hugo devait déménager. Les enfants vivraient avec elle, avec des visites surveillées pour Hugo. Les 2 années suivantes sont devenues un cauchemar. Hugo ne respectait pas les accords. Il se présentait à l'école sans prévenir. Il appelait Camille des dizaines de fois par jour. Il lui envoyait des messages menaçants. Il prétendait qu'elle aliénait les enfants de lui. Il l'accusait d'être une mauvaise mère. Inès Marchand n'était plus seulement une maîtresse. Elle vivait maintenant avec Hugo dans un appartement à Neuilly-sur-Seine. Elle l'accompagnait aux audiences du tribunal. Elle était présente lors des visites surveillées avec les enfants. Pour Camille, elle n'était pas seulement l'autre femme. Elle était un rappel constant de la trahison, de la vie qui s'était effondrée. Camille s'est battue désespérément pour la garde exclusive. Elle a documenté chaque violation, chaque menace, chaque incident. Elle a signalé au tribunal que les enfants revenaient effrayés des visites chez leur père. Elle a démontré qu'Hugo continuait d'essayer de les contrôler par un entraînement excessif et une discipline rigide. Elle a mentionné qu'Hugo avait accès à des armes à feu et qu'elle craignait pour sa sécurité. Le tribunal a entendu ses préoccupations. Il a encore restreint les droits de visite d'Hugo. Il a ordonné que toutes les remises se fassent en présence d'un travailleur social. But il n'a pas accordé la garde exclusive à Camille. Le principe de la coparentalité a été maintenu. Hugo s'est senti humilié. Dans des conversations avec des connaissances, il a dit des choses comme « Elle ne m'éloignera pas de mes enfants. Je les récupérerai, quel qu'en soit le prix. Et cela se terminera selon mes règles, pas les siennes. » Camille a senti le danger grandissant. Elle a dit à sa mère qu'elle avait peur. Elle a dit à sa meilleure amie qu'elle croyait qu'Hugo était capable de tout. Elle a écrit dans une déclaration sous serment au tribunal « Je crains pour ma vie ». Mais personne n'a vraiment écouté. Ou s'ils l'ont fait, ils n'ont pas agi assez fermement. Le 15 mars 2019, l'attente a pris fin. Camille Laurent a disparu. Et les mots qu'elle avait écrits deviendraient une preuve terrifiante qu'elle avait eu raison. Les enquêteurs de la police judiciaire étaient face à une énigme. Une femme disparaît de son propre appartement. Pas de témoins, pas de signe d'effraction, mais du sang partout. Comment était-ce possible? L'analyse médico-légale du garage souterrain a révélé des détails terrifiants. Le sang sous le Renault de Camille était définitivement le sien. Les tests ADN l'ont confirmé. Mais ce n'était pas seulement le sang lui-même qui inquiétait les enquêteurs. C'était la quantité et la répartition. Il y avait des éclaboussures sur le mur, indiquant une agression violente. Il y avait des traînées sur la portière de la voiture, comme si quelqu'un avait désespérément tenté d'effacer les traces. Et il y avait des taches blanches sur le béton, des résidus de produits de nettoyage. Quelqu'un avait essayé de détruire les preuves, mais pas assez bien. À l'intérieur de l'appartement, les experts forensiques ont découvert d'autres traces. Sur la poignée de la porte d'entrée, ils ont trouvé des traces d'ADN qui n'appartenaient pas à Camille. Sur le robinet de la salle de bain, ils ont trouvé un mélange de 2 profils ADN, celui de Camille et celui d'une personne masculine. Cet ADN masculin se révélerait crucial par la suite. Les caméras de surveillance de l'immeuble ont fourni d'autres indices. À 8h17, Camille était rentrée chez elle. Son véhicule était entré dans le garage souterrain. Mais à 10h42, le même véhicule est ressorti du garage. La caméra ne montrait pas clairement le conducteur, mais c'était manifestement une personne au volant. Et ce n'était pas Camille. Le véhicule a été retrouvé quelques heures plus tard, près du bois de Boulogne, correctement garé et verrouillé. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé plus de sang, cette fois sur le siège passager et dans le coffre. Là aussi, l'ADN de Camille. But, ce n'était que le début. Le soir du 15 mars, la police a reçu un indice crucial. Un appel anonyme a signalé avoir vu un homme et une femme jeter plusieurs sacs poubelles dans des conteneurs d'une zone industrielle au nord de Paris. La description du véhicule correspondait à un Peugeot noir immatriculé au nom d'Hugo Moreau. Les enquêteurs ont agi rapidement.
Ils ont fouillé les conteneurs dans la zone décrite. Ce qu'ils ont trouvé leur a glacé le sang. Plus de 30 sacs poubelles remplis d'objets imbibés de sang. Des vêtements de femmes saturés de sang, des éponges imbibées d'un liquide rouge, des colliers de serrage, des cordes, des gants. Les tests ADN ont confirmé beaucoup de ces objets contenaient l'ADN de Camille, et certains contenaient également de l'ADN masculin. Parmi les objets jetés se trouvaient un t-shirt et des sous-vêtements qui appartenaient clairement à Camille. Les deux étaient couverts de son sang. L'ADN masculin sur certains objets a été comparé plus tard à celui d'Hugo Moreau. C'était une correspondance. Les enregistrements vidéo de la zone industrielle ont fourni la preuve définitive. Les caméras montraient un Peugeot noir s'arrêtant plusieurs fois le soir du 15 mars. Un homme sortait et jetait des sacs poubelles dans divers conteneurs. Une femme restait assise dans la voiture, mais est sortie à l'un des arrêts et a elle-même jeté quelque chose. Les visages étaient reconnaissables sur certaines des séquences. C'était Hugo Moreau et la femme était Inès Marchand. Les enquêteurs avaient désormais suffisamment de preuves pour procéder à des arrestations, mais ils n'avaient toujours pas la pièce à conviction la plus importante. Le corps de Camille. Où était-elle? Que lui était-il arrivé? La recherche s'est intensifiée. Les plongeurs ont de nouveau fouillé la Seine. Des chiens renifleurs ont été envoyés dans le bois de Boulogne. Les enquêteurs ont passé au crible les données satellitaires, les relevés de téléphones portables, les reçus de cartes de crédit. Mais Camille restait introuvable. Cependant, la trace ADN et les enregistrements vidéo étaient accablants. Le 18 mars 2019, 3 jours seulement après la disparition de Camille, Hugo Moreau et Inès Marchand ont été arrêtés. L'accusation, complot en vue de commettre un meurtre et entrave à la justice. L'affaire, qui avait commencé comme une mystérieuse disparition, était devenue l'une des affaires criminelles les plus complexes de l'histoire de la justice française. Et les réponses qu'ils ont trouvées seraient encore plus sombres que ce à quoi on s'attendait. Les interrogatoires d'Hugo Moreau et d'Inès Marchand ont révélé une histoire terrifiante de planification, de tromperie et de calcul froid. Mais ils ont également révélé autre chose. Les deux n'étaient pas seuls. Hugo a d'abord nié toute implication. Il a affirmé avoir été chez lui à Neuilly-sur-Seine le matin du 15 mars. Il a dit qu'il avait travaillé toute la journée. Il ne savait rien de la disparition de Camille. Ses avocats ont fait valoir que les preuves contre lui avaient été falsifiées ou mal interprétées, mais les preuves étaient accablantes. Les traces d'ADN dans l'appartement de Camille, les enregistrements vidéo le montrant en train de jeter des sacs poubelles, les vêtements imbibés de sang avec son ADN. Les enquêteurs savaient qu'il mentait. Inès Marchand, quant à elle, a tenté de minimiser son rôle. Lors de 3 interrogatoires séparés, elle a changé son histoire à plusieurs reprises. D'abord, elle a dit qu'elle était restée à la maison toute la journée. Ensuite, elle a admis être sortie avec Hugo, mais a affirmé qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dans les sacs poubelles. Lorsque les enregistrements vidéo la montrant en train de jeter elle-même quelque chose lui ont été présentés, elle a dit que ce n'était que des ordures de l'appartement. Les enquêteurs ne l'ont pas cru. Ils ont analysé ses données de téléphone portable et ont découvert quelque chose de troublant. Le matin du 15 mars, alors qu'Hugo était censé être chez lui, la localisation de son téléphone portable montrait bien l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Mais Inès avait répondu à plusieurs appels depuis le téléphone d'Hugo ce matin-là. Elle avait couvert son absence. Mais ensuite vint la plus grande révélation. Les enquêteurs ont découvert un 3e nom qui revenait sans cesse dans les dossiers. Adrien Masson, un avocat et ami proche d'Hugo. Adrien avait été chez Hugo et Inès le matin du 15 mars. Au début, il a totalement nié. Lorsque des relevés de téléphone portable le plaçant près de l'appartement lui ont été présentés, il a changé sa déclaration. Il a admis être arrivé vers 7h30 pour rencontrer Hugo, mais qu'Hugo n'était pas là. Il a dit qu'il avait attendu environ 1 heure, puis était parti. Alors que les enquêteurs creusaient davantage, ils ont trouvé d'autres incohérences. Adrien a affirmé avoir cassé son téléphone portable lors d'une chute le lendemain et ne plus se souvenir des détails.
Il n'a pas pu remettre l'appareil pour analyse. Ses trous de mémoire semblaient extrêmement sélectifs. Puis vint une découverte choquante. Adrien était copropriétaire d'un domaine de chasse à environ 80 km au sud-est de Paris, près de Fontainebleau. Un voisin a signalé avoir vu un trou fraîchement creusé sur la propriété quelques jours avant la disparition de Camille. Il était recouvert de branches et surmonté d'une grille de barbecue. À l'intérieur du trou se trouvaient des sacs de chaux. Après la disparition de Camille, les sacs de chaux avaient disparu. Le trou avait été comblé à la hâte. La police a fouillé la propriété intensivement, mais n'a trouvé aucun reste humain. Néanmoins, le moment était extrêmement suspect. Les enquêteurs ont commencé à élaborer une théorie. Hugo avait planifié et exécuté l'attaque. Inès lui avait fourni un alibi, en utilisant son téléphone portable et en répondant aux appels. Adrien avait peut-être aidé à la préparation, peut-être même à l'élimination du corps. Chacun jouait un rôle dans cette conspiration macabre. Les relevés de téléphone portable montraient qu'à 19h23, le soir du 15 mars, un appel avait été passé du téléphone d'Hugo au numéro d'Adrien Masson. Ceci s'est produit précisément au moment où Hugo et Inès étaient occupés à jeter des sacs poubelles. Interrogé à ce sujet, Adrien a dit qu'il ne se souvenait pas de la conversation. Les enquêteurs croyaient désormais que les rôles étaient répartis comme suit. Hugo Moreau, le principal auteur. Il a mené l'attaque, a tenté d'effacer les traces et a orchestré l'élimination des preuves. Inès Marchand, la complice. Elle a fourni un alibi à Hugo, a aidé à l'élimination des preuves et a tenté d'induire les enquêteurs en erreur. Adrien Masson, le stratège. Il a peut-être conseillé Hugo au préalable, aidé à la préparation et aurait pu jouer un rôle dans l'élimination du corps de Camille. Sans corps, il était difficile de déterminer la cause exacte de la mort ou la séquence précise des événements. Mais les preuves ADN, les enregistrements vidéo et les déclarations contradictoires dressaient un tableau clair. Ce n'était pas un acte spontané, c'était planifié, coordonné et exécuté avec une précision froide. Le 25 mars 2019, Adrien Masson a également été arrêté. L'accusation, complicité de meurtre et complot. L'affaire, qui avait commencé comme une mystérieuse disparition, était devenue l'une des affaires criminelles les plus complexes de l'histoire de la justice française. Mais une question restait sans réponse, la question qui tourmentait tout le monde. Où était Camille Laurent? Le 12 janvier 2020 devait être un jour crucial. Une audience d'urgence était prévue devant le tribunal de Paris. Le procureur demandait la révocation de la caution d'Hugo Moreau et son placement immédiat en détention provisoire. Tout était en jeu pour Hugo. Si le juge accédait à la demande, il serait derrière les barreaux le jour même. Hugo devait se rendre au palais de justice avec sa nouvelle compagne, une associée nommée Aurore Blanc. Ils avaient convenu de partir séparément et de se retrouver là-bas. Aurore a quitté son appartement à l'heure. Mais Hugo n'est jamais arrivé. Aurore a reçu un appel alarmant de l'un des avocats d'Hugo. Le signal GPS du bracelet électronique d'Hugo montrait qu'il n'avait pas quitté son appartement de Neuilly-sur-Seine. Cela ne correspondait pas à leur accord. Aurore a essayé de l'appeler. Pas de réponse. Elle a rappelé. Rien. Inquiète, elle a contacté les services d'urgence. Les secours sont arrivés en quelques minutes. Le garage de l'appartement était fermé. Ils ont forcé la porte. À l'intérieur, ils ont trouvé un véhicule en marche, une BMW noire. Le moteur tournait. Hugo Moreau était assis sur le siège du conducteur, inconscient. L'air était épais de monoxyde de carbone. Les niveaux d'oxygène dans la pièce étaient dangereusement bas. À côté de lui, sur le siège passager, se trouvaient 5 photos encadrées. Chacune montrait un de ses enfants. Léo, Maxime, Clara, Louise et Zoé. Ce n'était pas un accident. C'était un adieu. Les ambulanciers ont immédiatement pratiqué des efforts de réanimation. Ils lui ont administré de l'oxygène, ont utilisé un défibrillateur, se sont battus désespérément pour relancer son cœur. Ils y sont parvenus. Hugo a été transporté par hélicoptère vers un hôpital équipé d'une chambre à oxygène hyperbare.
Mais les dégâts étaient déjà faits. Son cerveau avait été privé d'oxygène trop longtemps. Pendant 2 jours, les médecins se sont battus pour sa vie. Mais le 14 janvier 2020, Hugo Moreau a été déclaré mort. Il n'a jamais repris connaissance. Une lettre a été retrouvée dans sa voiture. Un dernier message. Dans celle-ci, Hugo niait toute culpabilité. Il écrivait qu'il ne passerait pas une seule heure en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il déclarait qu'Inès Marchand et Adrien Masson n'avaient rien à voir avec la disparition de Camille. Il prétendait être la victime d'une enquête bâclée. La lettre a déclenché un vif débat. La défense l'a cité comme preuve que toute l'accusation reposait sur une erreur. Les enquêteurs ont fait valoir que la lettre ne changeait rien à la charge de la preuve. Traces d'ADN, enregistrements vidéo, témoignages, relevés de téléphones portables. Tout cela ne disparaissait pas simplement parce qu'Hugo avait écrit une lettre. La famille d'Hugo l'a décrit comme désespéré et accablé par les accusations. Pour les enquêteurs, sa mort a été un revers majeur. Le principal suspect était mort. Il ne pouvait plus l'interroger. Il ne pourrait jamais connaître toute la vérité de première main. Et surtout, il ne pourrait jamais savoir ce qu'il avait fait de Camille. Les enquêtes contre Inès Marchand et Adrien Masson se sont poursuivies. Mais pour les 5 enfants laissés pour compte, le mal était déjà fait. Leur mère avait disparu. Leur père était mort. Ils étaient devenus orphelins, sans réponse, sans conclusion. La garde des enfants a été transférée à leur grand-mère maternelle, Marie-Claire Fontaine. À 71 ans, elle était désormais confrontée à la tâche d'élever 5 adolescents. C'était une responsabilité écrasante. Elle a réuni une équipe de thérapeutes, d'enseignants et de travailleurs sociaux. Elle a essayé de donner aux enfants un sentiment de normalité, de les aider à faire face au traumatisme et, en même temps, de les protéger de l'attention médiatique incessante. En novembre 2023, plus de 4 ans après sa disparition, Camille Laurent a été officiellement déclarée morte. Cette décision légale a permis à la famille de régler les questions administratives et financières. Des fonds fiduciaires ont été créés pour les enfants. Les frais d'éducation ont été sécurisés. Un tuteur de remplacement a été désigné au cas où la santé de Marie-Claire déclinerait. Le procès contre Inès Marchand a commencé en janvier 2024. Après une audience intense où des dizaines de preuves ont été présentées, elle a été reconnue coupable de complot en vue de commettre un meurtre et d'entrave à la justice. En mai 2024, elle a été condamnée à 14 ans de prison. Le tribunal a précisé, son rôle n'était pas passif. Elle avait activement contribué à effacer les traces du crime. L'affaire contre Adrien Masson est restée ouverte et a été poursuivie séparément. Son lien avec le domaine de chasse, ses déclarations contradictoires et sa présence le matin de la disparition faisaient de lui un suspect central. Mais encore, beaucoup restait spéculation. Pour le public français, l'affaire a été un symbole de quelque chose de plus profond. L'échec des institutions à protéger les femmes en danger, même lorsqu'elles demandaient de l'aide. Camille avait documenté ses peurs. Elle avait mis en garde contre Hugo. Elle avait dit qu'elle craignait pour sa vie. Et pourtant, le système n'avait pas fait assez. Aujourd'hui, des années après la disparition, la question centrale reste sans réponse. Où est Camille Laurent? Les enquêteurs pensent que son corps est enterré quelque part entre Paris et Fontainebleau, peut-être sur le domaine de chasse ou dans une zone boisée voisine. Mais malgré des recherches intensives, rien n'a été trouvé. Pour ces enfants, cela signifie qu'il n'y a pas de lieu où ils peuvent faire leur deuil. Pas de sépulture, pas de mémorial, juste un vide sans fin et la certitude douloureuse que leur mère est partie et ne reviendra jamais. Les enquêtes se poursuivent. Les autorités ont juré de suivre chaque piste, aussi minime soit-elle. Mais avec chaque année qui passe, l'espoir de trouver des réponses s'estompe. Ceci est l'histoire d'une disparition qui a déconcerté même les enquêteurs expérimentés. Une histoire d'amour, de trahison, de violence et de conspiration.
Une histoire qui montre comment une façade parfaite peut dissimuler les secrets les plus sombres. Et surtout, une histoire sans fin. Car tant que Camille Laurent ne sera pas retrouvée, la question qui tourmente tout le monde demeurera. Où est-elle ?